Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la posture du triangle appelée Trikonasana dans sa première version, donc Utthita, est réalisée sur le plan frontal, donc comme si on était appuyé contre un mur. On va voir les différences, donc dans un premier temps les fondamentaux de la posture, ce qui va vraisemblablement peu changer d'un individu à l'autre, et puis au fur et à mesure de la vidéo on ira un petit peu plus loin pour vous montrer les différentes adaptations qu'on peut faire sur la posture de Trikonasana en fonction de différents choix qu'on aura fait sur la position de la main, sur l'utilisation de matériel ou non, et d'autre part d'aller vers des versions plus ou moins difficiles de cette posture. Voilà. Commençons. Alors, donc, tu vas te mettre de dos plutôt, Trikonasana. C'est-à-dire de dos. Qu'on voit De dos, je vais mettre de dos. Alors, en partant de la posture à l'avant du tapis, on va prendre une inspiration d'autograndissement qui va nous permettre. Non, alors. Une inspiration d'autograndissement qui va nous permettre déjà de créer les fondements de ce redressement de la colonne vertébrale. Et puis à l'expiration, ouvrir le pied droit et commencer à prendre son appui. Alors, déjà ici, une première question se pose, c'est quel écart est-ce qu'on va choisir par rapport d'un pied à l'autre. Alors moi, ce que j'aime bien penser dans un premier temps comme étant finalement la base à partir de laquelle on va travailler, c'est de prendre à peu près la distance qu'on va avoir entre nos pieds et nos mains sur un chien tête en bas, qui est une posture qu'on répète énormément, et à partir de ça, de prendre à peu près la même distance entre les deux pieds. Voilà. Donc pour moi, ça va être la base, la référence à partir de laquelle on va travailler. Mais évidemment, il va y avoir des différences à ce niveau-là. Plus on va avoir les jambes qui vont être écartées, et bien plus le travail va être important au niveau des adducteurs et puis du bassin, et plus les jambes vont être serrées, et plus c'est la colonne vertébrale qui va devoir faire le travail, mais on verra ça un petit peu plus tard en temps voulu. On tourne ensuite le pied droit sur le côté droit. Donc on se retrouve avec un tranchant de pied qui va être à peu près parallèle avec le tapis, à peu près, on n'est pas sur des choses strictes. Et puis ici on va avoir un pied qui va être soit dans l'alignement dans lequel il était précédemment, soit on peut également refermer un tout petit peu le pied vers l'intérieur. Ça, ce que ça nous permet de faire, ça va nous permettre d'engager cette ligne musculaire là des adducteurs et donc d'avoir une force stabilisatrice plus importante au niveau du bassin. D'autre part, le fait de rentrer le pied à l'intérieur va nous permettre de limiter l'étirement qu'il va y avoir sur l'adducteur du pied gauche, du pied arrière, et donc sensiblement d'être à la fois plus stable et plus accessible pour des personnes qui vont être moins souples. Bien. À partir d'ici, on va reprendre une inspiration d'autograndissement avec les bras qui s'allongent, et à l'expiration, avancer vers l'avant. Donc j'insiste bien sur ce mouvement-là, reviens un petit peu en arrière, de ne pas descendre tout de suite la main vers le pied, mais vraiment d'aller chercher le plus loin possible. Donc on a vraiment d'abord cette bascule du bassin qui est engagée avant qu'il y ait finalement une inclinaison très importante de la colonne vertébrale, et ensuite de descendre en direction du sol. Voilà. Donc on se retrouve avec une colonne vertébrale ici qui est un petit peu inclinée, mais finalement pas du tout dans un caractère extrême, et la main qui est donc descendue au niveau du pied et les épaules qui sont alignées. Donc la recherche principale de l'élève ici va être de pouvoir produire une force suffisamment importante sur sa ligne antérieure et qui va de ce fait créer un étirement sur la chaîne postérieure, et à l'inverse de créer un étirement ici sur la chaîne interne tout en stabilisant. Donc on va opposer une force stabilisatrice ici qui va vraiment du tranchant du pied qui pousse contre la terre jusqu'à la hanche, autre force stabilisatrice ici qui se rencontre. Donc là on est sur la production de puissance musculaire, alors que l'étirement va être sur les groupes musculaires inverses. Une grande partie du travail a été fait au niveau de la bascule du bassin avant même que ce soit fait au niveau vertébral. Maintenant ici, au niveau vertébral, sur ce côté-là des spinaux, on va avoir une légère contraction, mais on n'a pas besoin d'une forte contraction puisque de toute façon la gravité joue en notre faveur. Et en réalité, c'est plus cette partie-là qui va se contracter, on le voit bien ici. Le galbe musculaire qui se durcit, puisqu'il va y avoir en fait une résistance à la gravité au niveau de cette posture-là. Donc au niveau de ce groupe musculaire-là, on va avoir à la fois
un renforcement musculaire qui résiste à la gravité et un étirement puisque ce muscle-là est porté au-delà de sa longueur de repos, donc voilà, il s'étire. Bien, merci, faites une petite pause. De l'autre côté, On va faire l'autre côté au niveau des versions. et voir d'autres choses de l'autre côté. Alors même tout en gardant cette même version-là pour le moment. Donc on repart toujours avec le souffle, l'inspire qui allonge, l'expire qui nous permet de descendre, de prendre appui, et ensuite à l'inspiration. Alors, compte tenu du regard ici, c'est pareil, hein, souvent on a tendance à projeter le regard en direction du pouce supérieur, sachant qu'il y a une partie du travail qui peut être fait avec les yeux sans forcément avoir besoin de bouger toute la tête, l'ensemble du visage, mais c'est vrai qu'en bougeant l'ensemble du visage, ça nous permet ici d'avoir... Alors, à chaque fois qu'il y a inclinaison de la colonne vertébrale, il y a forcément une petite rotation qui se met en place. Là, comme la colonne est maintenue relativement droite, la rotation reste assez légère, mais elle est quand même présente, et elle se termine, elle culmine au niveau des cervicales. Donc, à partir du moment où, si jamais j'ai un pincement ici, je vais limiter et plutôt regarder sur le côté, voire même commencer par regarder au sol. Et puis, l'autre travail qui va être assez important, c'est le travail de ces muscles-là qui vont finalement être en permanence contractés pour résister à la gravité, pour résister au port de tête. Donc pareil, si on fatigue à ce niveau-là, autant tout simplement regarder au sol. Donc là, l'effet de la gravité est beaucoup moins important, éventuellement regarder sur le côté. Toute cette idée-là, c'est vraiment l'idée de progressivité, de ne pas aller tout de suite vers la version complète de la posture. Et l'autre idée, c'est vraiment toujours d'avoir cette idée de grandir, de tirer, d'arriver à ramener le sommet du crâne dans cette direction. Puisque le but n'étant pas d'aller le plus possible dans l'inclinaison de la colonne vertébrale, qui est déjà suffisamment présente, mais d'aller toujours vers l'autograndissement de manière à garder un maximum de place au niveau des disques. Donc, merci. si je comprends bien, il vaut mieux de redresser un peu plus et d'allonger la colonne vertébrale que d'aller vers le sol et chercher à aller vers le sol tout en relâchant la colonne vertébrale. Il vaut mieux être un peu plus haut et plus droit. Dans un premier temps, oui, parce que c'est finalement ce qui est le moins risqué possible. Alors là, tu vois, ce que tu as fait ici, c'est que du coup, tu t'es retrouvé avec une cambrure plus importante au niveau de la colonne lombaire. Donc du coup, lombaire, et trop ou pas, ça dépend de ce qu'on recherche, mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a à la fois une inclinaison de la colonne vertébrale et puis il y a une extension de la colonne lombaire. Donc il y a un gros travail de renforcement musculaire qui est fait ici, gros travail de renforcement musculaire qui est fait au niveau des jambes. Au niveau de la souplesse, moi c'est plus un travail de souplesse des jambes. On assouplit un petit peu le dos, mais compte tenu de la résistance à la gravité, c'est plutôt un travail musculaire, de renforcement musculaire du dos. Ouais. Après, pour revenir sur ta question, c'est vrai que dans un premier temps, pour limiter les facteurs de risque, le mieux étant toujours d'aller chercher la colonne vertébrale la plus longue. Voilà. Mais après, si on veut travailler, parce qu'il n'y a pas que... Est-ce que tu peux le refaire en faisant face à la caméra cette fois? Il n'y a pas que, donc là j'ai parlé des jambes qui vont s'étirer, mais on a aussi le muscle du psoas qui va s'étirer à ce niveau-là. Et donc, plus forcément je vais aller loin devant, plus je vais essayer de tirer les extrémités loin devant cette partie-là, et plus je vais basculer le bassin dans ce sens-là, et plus je vais venir impacter le psoas. Donc il y a un muscle qui va venir s'attacher par ici, qui va couder devant le pubis, et qui va venir ensuite s'attacher sur toutes les apophyses transverses qui sont derrière la colonne lombaire, donc qui rentrent à l'intérieur ici. Et forcément, plus je vais aller loin devant et loin dans cette direction, plus je vais avoir une incidence importante sur le psoas. Donc après, ça dépend, est-ce que je veux plutôt travailler en renforcement musculaire du dos, est-ce que je veux plutôt travailler au niveau du psoas. Autre chose que je n'ai pas forcément mentionné, c'est le renforcement musculaire qui est au niveau des épaules, entre les rhomboïdes, qui stabilisent tout ça, et effectivement le renforcement musculaire qu'il va y avoir au niveau du cou. Voilà. Merci. Du coup, donc tout ça, on va dire que c'est pour la version fondamentale de la posture, ce qu'on va pouvoir rechercher dans un premier temps. Maintenant, pour des petites modifications, je vais aller chercher une brique. Maintenant, on va voir plusieurs modifications. Première modification par rapport à l'ouverture des jambes. Donc, est-ce que tu
tu peux refermer un tout petit peu par rapport à ta position de base. Ouais. Et à partir d'ici, repartir dans ta posture. Et donc ici, alors on va peut-être... Est-ce que tu peux le refermer de dos? Ouais, peut-être mettre dos à la caméra. Donc avec des jambes qui sont volontairement fermées, mais encore un tout petit peu plus, histoire qu'on exagère un petit peu les choses, histoire d'être un peu caricatural. Alors ici, Nadia elle a une bonne souplesse des hanches, donc elle a compensé en basculant un petit peu plus le bassin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, exactement, merci, donc là tu montres là où je veux en venir, c'est que en refermant un petit peu plus les jambes, ce qui risque de se passer, c'est que la bascule du bassin sera un petit peu moins importante. Par contre, l'inclinaison de la colonne vertébrale le sera d'autant plus. Alors qu'à l'inverse, est-ce que tu peux refaire la même chose en ouvrant plus, en exagérant un petit peu l'ouverture de tes jambes par rapport à ta position de référence. Ici, on a une bascule du bassin qui va être importante, mais on garde un comportement assez rectiligne de la colonne vertébrale, notamment sur sa portion supérieure. On voit qu'il y a forcément une inclinaison qui est faite ici au niveau de la colonne lombaire, et sur le reste de la colonne, on reste à peu près rectiligne jusqu'à la rotation de la colonne cervicale qui de toute façon, elle, est due à la position de tête. Si on regardait par exemple en face la colonne, donc là si tu peux regarder par ici, la colonne elle serait en rotation ici, puis on peut même aller vers une rotation opposée en regardant par là. Donc là la colonne vertébrale elle tourne dans un sens, elle revient rectiligne, elle retourne un petit peu dans l'autre sens. Okay, tout ça pour soulager un petit peu le travail de la tête. Merci. Alors là, je tiens la posture depuis un certain temps. Ce n'est pas aussi longtemps qu'on tient la posture pendant le cours, mais je sens quand même, du coup, l'action super importante au niveau des ligaments derrière les genoux. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, j'ai l'habitude de conseiller de maintenir le genou en extension, le quadriceps engagé, ce qui va, du coup, peut-être accentuer encore plus les ligaments derrière le genou. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, justement, très bien, par rapport à quelques... Tant qu'on peut verrouiller et qu'on peut contenir musculairement la force, parce que si quand tu te remets dans cette posture-là, évidemment, et c'est là où ça sera pas mal après, tu vois, de l'illustrer avec des flèches, tu vois, qui viennent montrer, c'est que là, effectivement, forcément, il va y avoir des contraintes mécaniques qui vont être importantes sur le genou. Alors, tant que c'est tenu par le muscle, ça va, mais au fur et à mesure que la posture se prolonge, ou si on n'a pas suffisamment de renforcer musculairement ses quadriceps, il se peut que donc le genou fatigue. Et donc, la première alternative, voilà, ce serait de micro-fléchir le genou, donc de garder une toute petite flexion. Donc là, on est même plus que micro, puisqu'on peut le voir, hein, mais voilà, vraiment juste rester comme ça. Ce qui continue à travailler sur le renforcement musculaire, ce qui n'empêche pas d'assouplir cette partie-là, mais qui va permettre de tenir la posture plus longtemps, donc sur la durée. Donc ça peut être la première chose. La deuxième chose sur laquelle on peut agir, c'est donc travailler sur cette micro-flexion du genou et cette poussée du talon. Et puis, on peut choisir de pousser le talon, tout simplement d'ancrer le pied, donc d'essayer de trouver une espèce d'équilibre entre la force que je vais mettre dans mon quadriceps, la force que je vais mettre dans mon mollet. Et donc les deux, finalement, s'opposent, s'annulent quelque part, mais vont être énormément stabilisatrices de mon genou et vont éviter le surétirement. Et je pense notamment à toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle un recurvatum. Donc en fait, c'est les ligaments qui... Il n'y a pas de butée articulaire osseuse articulaire ou osseuse sur l'arrière du genou. Et donc du coup, il y a certaines personnes qui vont beaucoup plus loin, voilà, et qui ont vraiment une espèce de jambe qui est courbée comme ça. Et là, le problème, c'est que ça pèse énormément sur les ligaments. Donc pour toutes les personnes qui ont justement ce recurvatum, c'est important d'avoir une micro-flexion du genou. Voilà. Donc une des premières adaptations, une des premières modifications qu'on peut faire de la posture, c'est déjà travailler sur différents écarts de jambes. Commencez pas tout de suite par faire ça, puisque évidemment, il faut déjà vous habituer à une seule forme de posture, automatiser certaines choses, la faire régulièrement, et une fois que vous êtes approprié ces sensations-là, de travailler ensuite un peu différemment, en resserrant un petit peu les jambes, en les rouvrant, puis après en allant chercher un petit peu au bord des extrêmes, aller presque sur des écarts de jambes un peu extrêmes, des écarts de jambes un peu fermés, toujours en tenant compte que quand je vais changer quelque chose, je ne vais pas forcément
trouver les mêmes sensations dans la posture, donc je ne vais pas chercher les mêmes sensations dans la posture. Sous-entendu qu'à partir du moment où je vais faire une posture un peu différemment, il va falloir que je garde l'esprit ouvert sur les sensations que je vais avoir et pas nécessairement essayer de rechercher les sensations que je connais dans la version précédente de la posture. Parce que c'est aussi un comportement à risque, de la même façon que quand on se blesse. En sortie d'une blessure, on va souvent, quand on reprend la pratique, aller rechercher les mêmes sensations qu'on avait l'habitude d'avoir avant la blessure, et c'est ça qui risque de nous d'avoir une récidive de la blessure. Donc il faut toujours reprendre un pas en arrière, avoir l'esprit ouvert, réaliser la posture différemment, en sachant qu'évidemment il va y avoir des fondamentaux qui vont être les mêmes. Par exemple l'appui des pieds, que ce soit comme ça ou comme ça, l'angle des pieds va être vraisemblablement le même. Mais forcément ça va avoir plein de modifications différentes par rapport à comment je vais sentir mes appuis, comment est-ce que je vais utiliser les leviers de force, la répartition des masses, etc. Bien. Maintenant, sur les différentes variantes qu'il va y avoir au niveau du bras. Donc, dans un premier temps, on refait la posture comme tu la faisais précédemment, et on va garder la main suspendue. Donc ici, la main, en fait, le corps est complètement suspendu. Donc forcément, elle va devoir agir très fortement sur cette partie-là du dos, puisque cette partie-là du dos s'oppose à la gravité et doit se contracter pour porter le poids du buste. Alors que si je choisis de lui mettre une brique, donc comme ça ou comme ça, là forcément si je mets la brique ici ou si je mets la brique ici, elle va aller un petit peu plus loin dans la posture, dans l'amplitude articulaire qu'elle va utiliser, mais globalement l'idée est la même, c'est qu'à partir du moment où elle a déchargé le poids de son tronc dans le poids du buste dans la brique, donc le poids descend vers la terre et elle a beaucoup moins d'activité musculaire à mettre en place ici. Donc on pourrait croire que le renforcement musculaire est un peu moindre parce qu'elle va solliciter un petit peu moins de muscles, et c'est en partie vrai. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette version-là, alors déjà pour les gens qui souffrent un peu du dos évidemment, ou qui n'ont pas encore la masse musculaire nécessaire, il est quasi impératif de décharger justement le poids vers la terre, vers la main, pour qu'elle ne pèse pas sur l'articulation. Mais c'est surtout que maintenant Nadia a beaucoup plus de liberté pour raffiner son contrôle musculaire. Vu qu'elle n'a plus besoin d'être constamment en contraction de résistance à la gravité, elle va pouvoir moduler beaucoup plus facilement la charge musculaire et la finesse, la motricité fine qu'elle va pouvoir appliquer sur sa posture. Donc une des variantes. Après, une autre variante que proposait Nadia, tu veux le faire de l'autre côté peut-être? Alors c'est vrai que dès que je décharge le poids du corps sur la brique, je sens que je peux vraiment explorer cette mobilité d'oblique qui tient la posture et ajuster mieux la position du bassin, et l'action au niveau des jambes devient quand même plus... je peux l'affiner. C'est plus, exactement. C'est plus précis, tu as plus de liberté d'action et d'exploration en fait. Alors que dans l'autre, tu es contraint par la gravité, tu ne peux pas faire autrement parce que si jamais tu lâches ça, Donc ça c'était une première version avec la brique. Moi je conseille de débuter avec la brique et au fur et à mesure de retirer la brique. Même si vous avez la souplesse suffisante vous permettant d'arriver tout de suite au sol, alors à moins que vous ayez la souplesse suffisante qui vous permette de poser tout de suite la main au sol. Et dans ce cas-là, il y a encore cette notion de décharge. Mais si jamais vous avez toujours le corps qui flotte dans les airs, forcément, même si votre souplesse est suffisante et votre force musculaire est suffisante pour tenir la posture, la liberté d'exploration et de finesse d'action que vous allez avoir dans la posture va être vachement amoindrie par cette résistance à la gravité. Donc c'est vraiment, on va dire, le petit plus pour travailler un petit peu au-delà dans la posture. Une autre variante que proposait Nadia, c'était de venir faire levier avec la main, ici, sur l'avant. Alors, ici, on n'a pas tout à fait la même notion de décharge du poids dans la brique, mais elle est quand même venue utiliser la force musculaire. L'avantage premier de cette version-là va être qu'avec son revers de main, elle va pousser contre sa jambe est fixe, donc du coup elle va pouvoir avoir une activité isométrique très importante au niveau des muscles adducteurs de l'épaule, et également tous les muscles là autour des rhomboïdes et des trapèzes, et elle va pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette force de levier qui va être utilisée dans le resserrement des épaules et donc en avant de l'ouverture de la poitrine.
Et utiliser une force stabilisatrice à ce niveau-là va également lui permettre d'avoir un accès légèrement supplémentaire sur l'ouverture de son bassin. Voilà, donc encore une autre variante. Et puis après, on va le refaire encore une dernière fois de l'autre côté. Une dernière variante qu'on pourrait voir, c'est la variante qu'on voit en Ashtanga, dans lequel on va venir crocheter le doigt de pied en avant. Donc évidemment, ça c'est pour les personnes qui vont déjà avoir la possibilité d'avoir les deux jambes tendues ou presque, hein, parce que vous pouvez quand même garder une micro-flexion du genou, ça n'empêche pas. Et là... Alors est-ce que là, mon écart des pieds est trop important? Est-ce que mon bras, ma main et mon épaule ne sont pas alignés? Alors ça, j'imagine que ça vient avec les proportions du corps. Alors, exactement, ouais. Et puis de toute façon, à partir du moment où moi je pense que dans cette posture-là, finalement, c'est plus avec la cheville que ton épaule, elle s'aligne en avant. Et alors, autre point que maintenant que j'y pense, c'est que le fait d'avoir posé sur la brique et d'avoir mis le poids de corps dans la brique fait que les contraintes sur le genou vont aussi être limitées. Puisque forcément, ici, je porte tout avec le dos, mais une partie du poids est forcément porté en amont ou en aval par le genou. Alors qu'à partir du moment où j'ai déchargé, je vais avoir la possibilité de mettre un petit peu moins de poids dans mes jambes puisque j'en ai mis dans la terre. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'alignement, moi je pense que l'alignement premier c'est plutôt au niveau de la cheville et forcément à partir du moment où on se déporte et donc on va se retrouver avec deux épaules qui ne sont pas forcément tout à fait alignées, mais voilà, c'est pas forcément grave puisque le poids qui se dépose à ce niveau-là n'est pas forcément très important. Là, l'avantage qu'elle va avoir dans cette posture-là, ça va être de pouvoir faire appel à sa force de préhension, puisqu'avec sa force de préhension, hein, donc tout ce qui va venir dans le poignet, l'avant-bras et tout ça, elle va même pouvoir utiliser un petit peu le levier de son biceps pour pouvoir aller un petit peu plus profond dans la posture dans cette direction-là. Et donc, tracter, tu veux dire? Ouais, tu peux aller un petit peu plus loin. Et donc du coup augmenter la charge musculaire qu'il va y avoir ici, augmenter l'étirement du psoas qu'on va avoir ici sur le côté gauche, et on sent tout de suite qu'il va y avoir aussi cette résistance à ce niveau-là, puisque on l'aura dit dans une autre vidéo, tout muscle qui va s'étirer va aussi également se contracter en résistance, hein. C'est le réflexe médiatique. Et l'adducteur droit, l'adducteur de la jambe avant. Et du coup, il est beaucoup plus étiré aussi, puisque tout ça, hein, cette force de levier, elle va déporter un petit peu plus l'énergie dans ce sens-là, et donc du coup, l'étirement va être plus important. Donc le renforcement musculaire est plus important ici, et les étirements. Donc on a beaucoup de variantes sur la même posture, hein, je rappelle, donc déjà vous avez les écarts de pied qui peuvent jouer sur la bascule du bassin et sur l'inclinaison de la colonne vertébrale. On a ensuite l'angle des pieds, et notamment l'angle du pied avant ne bouge pas, mais l'angle du pied arrière, on va le garder soit comme ça, ça va faire des légères différences au niveau de la stabilité et de la mobilité du bassin, hein, celui-là permettant un petit peu plus de stabilité et donc souvent au détriment de la mobilité, alors qu'ici on aura un petit peu plus de mobilité et donc forcément au détriment de la stabilité. Ensuite, on a le déport qu'on va avoir par rapport au dos. Est-ce qu'on est plus ou moins proche de son genou, plus ou moins proche de sa cheville, plus ou moins proche de ses doigts de pied? Forcément, ça va influencer sur les courbures vertébrales et sur la façon dont le dos va se mettre en action. Et enfin, on a des différences par rapport à est-ce qu'on fléchit ou pas le genou. Donc ça, c'est plus pour éviter les surétirements en arrière et puis éviter toute prise de risque inutile, et puis ça permet quand même de travailler sur un renforcement assez important. Et enfin dernièrement, comment est-ce qu'on fait par rapport à la main? Est-ce qu'on laisse la main suspendue? Est-ce qu'on pose la main? Est-ce qu'on peut poser la main sur le tibia? Poser la main sur le genou, ce serait pas terrible parce que du coup on augmenterait les contraintes mécaniques dans cette direction-là et donc sur ce qui pèse au niveau des ligaments, mais on peut tout à fait imaginer s'appuyer sur sa cheville, s'appuyer sur une brique plus ou moins haut. Ici forcément on va avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, ici on va aller un petit peu plus bas, on va étirer un petit peu plus, ici on va aller encore plus bas, on va étirer encore plus. Autre chose aussi, c'est que à partir du moment, si tu peux refaire une des variantes, parce que là on a vu le triangle en posant la main à l'intérieur, et donc si jamais je demande à Nadia de venir poser la main plus en avant à ce niveau-là, il va y avoir sa colonne vertébrale qui va en plus partir dans cette direction-là, qui va basculer à l'unisson vers l'avant. Vers l'avant, ouais. Et ça, je vois souvent ça dans le cours, que certains élèves ont du mal à aligner tout le corps dans le
Alors, certainement parce que ça, là, c'est pas encore suffisamment, c'est peut-être pas encore suffisamment souple de ce côté-là. Mais si on le voit en image, ici, entre là et revient dans cette direction-là, on n'a pas énormément de différence vis-à-vis de l'inclinaison de la colonne vertébrale, ni même de la flexion de l'ensemble de la colonne. C'est-à-dire que quand tu es là et quand tu es là, ta colonne, elle n'a pas beaucoup plus fléchi. Mais par contre, ce qui a été réduit, c'est l'extension de la colonne lombaire, parce qu'il y a une extension de la colonne lombaire, elle est toujours présente, mais elle est moins présente ici qu'elle ne l'était précédemment. Oui, je le sens. Donc ça peut être une des premières limitations. Et puis on voit aussi que pour ce faire, pour aller dans cette direction-là, ce qu'a fait Nadia, c'est qu'elle a poussé son bassin dans cette direction-là, de manière à pouvoir avoir de l'espace. Alors que quand tu reviens dans cette direction-là, ton bassin il revient dans l'alignement des jambes. Tu vois. Et on pourrait aller même encore un peu plus loin et ramener la main vers l'extérieur du pied. Ouais, c'est aussi une variante. Et là, on augmente encore plus ce comportement d'extension de l'ordose lombaire et on se retrouve avec un alignement qui est encore légèrement différent. Voilà encore une autre des variantes qu'on peut avoir. Mettre la main là, mettre la main plutôt au centre, mettre la main ici, utiliser une brique ou pas utiliser de brique, fléchir le genou ou pas, utiliser le tibia comme force de levier pour pouvoir accéder à la puissance de ses épaules et en même temps à l'ouverture de ses hanches, gérer différents écarts de pied. Voilà, comme quoi sur une seule et même posture, parce qu'on n'est que sur la posture de Utthita Trikonasana, on peut avoir des variantes énormes sur la manière de faire. Et je me rends compte qu'il faut faire ces différentes versions parce que ça permet de travailler prendre contact avec les différentes sensations corporelles et de se comprendre mieux dans la posture, sa biomécanique et ses limites. Mais aussi, et ses marges de progression. Sa marge de progression. Où est-ce qu'on a des facilités, où est-ce qu'on a encore des difficultés, s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a des difficultés, et tout simplement avoir la même posture, mais étoffer son répertoire sensoriel, en fait, sa proprioception, en disant voilà, il y a plein de manières de faire la même posture, et finalement en fonction des différents styles, Iyengar va vous dire de le faire comme ça, et l'Ashtanga de Patabi Joyce va vous dire de le faire comme ça, et Shivananda va vous dire de le faire comme ça, et en réalité je ne trouve pas qu'il y ait aucun style de yoga qui finalement englobe toutes les manières de faire, c'est-à-dire que beaucoup de styles de yoga vont finalement être assez rigides sur leur manière de faire la posture. Nous dans notre style on l'a fait comme ça, on l'a fait comme ça, on l'a fait comme ça. Et moi ce que j'aime bien, nous ce qu'on aime bien, c'est raisonner, vraiment prendre du recul sur ces situations-là et voir que déjà il y a des différences intra-individuelles, c'est-à-dire que pour le même individu, on va pouvoir faire plein de variantes différentes de la même posture. On est toujours sur la même posture, mais comme on l'a vu, il y a énormément de manières différentes de la faire. Et donc il y a énormément de subjectivité dans la posture. Et puis ensuite, il y a évidemment des différences inter-individuelles, c'est-à-dire entre les individus, deux individus qui n'ont pas la même morphologie, qui n'ont pas eu les mêmes phases de croissance, qui vont avoir peut-être un buste plus long et des membres un peu plus courts, ou d'autres personnes qui vont avoir des membres plus courts et des membres plus longs et un buste plus court, des hommes qui vont avoir plutôt une tendance à avoir les jambes légèrement arquées, alors que des femmes vont avoir tendance à avoir les genoux légèrement cagneux. Tout ça, forcément, ça va influencer sur des différences. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est que voilà, quelles sont les sensations que je recherche dans une posture, quelle est la finalité recherchée dans la posture, est-ce que c'est plutôt du renforcement musculaire, est-ce que c'est plutôt de l'assouplissement, est-ce que c'est un peu des deux, et puis où est-ce que c'est plutôt au niveau des hanches, est-ce que c'est plutôt au niveau du dos, du ventre, des épaules, etc. Comment est-ce que je localise un petit peu le travail que j'ai envie de faire, et pas forcément s'attacher nécessairement à quoi je dois avoir l'air dans l'espace. C'est-à-dire, de toute façon, on a l'air d'un triangle, puisqu'on a les deux pieds ici et une main au-dessus, et donc on peut tracer trois lignes entre les différentes extrémités, et on se retrouvera sur un triangle. Mais après, le triangle peut avoir différentes formes. On ne va pas chercher un triangle rectangle ou un triangle isocèle nécessairement. On peut se retrouver, voilà, à partir du moment où il y a trois côtés, on se retrouve avec un triangle. Mais chaque personne peut avoir une forme légèrement différente de sa posture. Chaque personne peut récupérer la même posture et la travailler de manière différente. Et comme tu dis, l'important, c'est quand même de travailler. Alors après, c'est l'objet soit du professeur dans son dispositif pédagogique, soit du pratiquant quand il pratique à la maison, de se dire ok, j'ai la posture du triangle, voilà quels sont les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que j'ai deux pieds qui s'écartent l'un de l'autre, un pied qui sort vers l'extérieur,
hein, et puis une épaule qui va descendre en direction de la cheville, plus ou moins proche, une autre, et qui va faire que je vais me retrouver le dos à peu près droit, avec une main tendue vers le ciel pour avoir l'air d'un triangle. Mais après, il y a plein de modifications différentes de cette posture-là. Et peut-être une des choses fondamentales, c'est d'étudier le plan. On aurait peut-être dû en parler en début de vidéo, mais le plan, c'est dans quelle direction de l'espace est-ce que je vais faire le mouvement. Et donc, en l'occurrence, dans le triangle, c'est un mouvement qui se fait sur le plan frontal, c'est-à-dire tous les mouvements que je vais faire comme si j'étais contre un mur. Donc c'est intéressant, par exemple, de faire cette posture contre le mur. Donc c'est intéressant d'utiliser un mur pour pouvoir faire cette posture, voilà, et de voir comment est-ce que... Alors vous ne pourrez peut-être pas tout coller au mur, hein, parce que forcément on n'est pas plat en fonction du galbe ou du fessier que vous pouvez avoir. Vous allez être un petit peu plus loin du mur parce que le galbe de votre fessier va vous pousser, ou est-ce que vous avez un gros galbe d'épaule, etc. Mais voilà, l'idée de le faire contre le mur, donc toutes les postures qui se font sur le plan frontal, sur le côté. On a aussi également cette posture-là, on a aussi également le triangle. Et moi j'aime beaucoup le fait de passer d'une posture à l'autre, parce que ça me permet de voir un petit peu quelles sont les parties du corps qui vont rester stables. En l'occurrence là, ma jambe arrière elle bouge presque pas, mais par contre je travaille autour de passer d'une posture à l'autre. Donc retenez que cette posture se fait sur le plan frontal, mais qu'il y a énormément de variantes de la même posture. Et évidemment aujourd'hui on a pris la posture du triangle comme exemple, parce que c'est une posture fondamentale qu'on utilise, c'est l'une des postures fondamentales debout, c'est l'une des rares postures d'ailleurs qui se font sur le plan frontal, parce que la plupart des postures se font quand même sur le plan sagittal, c'est-à-dire d'avant en arrière. Et une fois au sol, il y a finalement peu de postures qui se font encore sur le plan frontal, à part peut-être les mouvements sur les côtés, mais c'est vrai que la plupart des postures au sol se font soit sur le plan sagittal d'avant-arrière, donc vers la flexion ou l'extension, ou elles se font soit sur le plan transversal, c'est-à-dire les rotations, mais on retrouve peu d'inclinaison de la colonne vertébrale, alors qu'elles sont assez présentes debout, notamment dans les trois postures que je viens de mentionner, le triangle, Parshvakonasana, et le guerrier numéro 2 ou Virabhadrasana 2. Et donc du coup voilà, ça c'est une chose importante à retenir. Pareil, autre chose importante à retenir par rapport aux postures debout, c'est que ce sont les postures debout qui vont le plus travailler le renforcement musculaire. Si vous voulez vraiment travailler tout ce qui va être assouplissement, etc., au sol c'est plus facile parce qu'on décharge les articulations du poids et de l'effet de la gravité. Alors que quand on est en l'air, on est toujours en train de résister, ne serait-ce que les jambes qui déjà résistent à la gravité pour la station debout, et ensuite pour la stabilité de la posture, on a deux forces qui se contractent. On le revoit dans la posture du triangle, c'était la force de la chaîne antérieure avec la force de la chaîne externe, latérale, et donc du coup, ça forcément, déjà pour tenir debout, il faut qu'il y ait une certaine activité musculaire, mais ensuite pour favoriser la stabilité dans la posture, il va y avoir en plus une action dans un sens, une action dans l'autre, qui encore une fois s'oppose, s'annule, son facteur de stabilisation et son facteur de renforcement musculaire. Donc la plupart des postures debout servent énormément à ça, au renforcement musculaire. Voilà. L'exemple qu'on a pris aujourd'hui pour Trikonasana, on le refera évidemment dans d'autres postures, pour vous montrer qu'il y a effectivement des données objectives à prendre en compte sur une posture, et que ce qui est important aussi, c'est de tenir compte de la subjectivité qu'il va y avoir dans la posture. Pour le même individu, encore une fois, en fonction des différentes variantes que je vais faire de la même posture, et les différences qui sont très importantes d'un individu à l'autre en fonction de sa morphologie, en fonction de ses préférences motrices, en fonction de ses choix qu'il va faire dans la posture, parce qu'il sent qu'il a besoin de plutôt travailler par ici ou plutôt travailler par ici. Et donc du coup, voilà, essayer d'ouvrir les portes sur l'exploration qu'est le fait d'inviter son corps dans l'espace. C'est ça, c'est le mot qui reste là, c'est l'exploration, l'invitation à l'exploration. Et il y a quelques bases, des postulats de base dans la posture, comme par exemple la position des pieds, quelques règles de prévention, comme par exemple ce que nous avons mentionné pour les genoux ou pour la colonne vertébrale, mais après, c'est vraiment l'invitation à faire l'exploration et écouter ses ressentis, et si je déporte le poids du corps, et si j'ouvre la cage thoracique, et si je place le bassin un peu plus d'interversion, de rétroversion, que se passe-t-il? Donc c'est ce qui nous permet aussi de rendre la pratique
pratique de yoga, une vraie pratique personnelle, une exploration, recherche cheminement personnel. Et ce qu'on aimerait faire, Nadia et moi, dans l'objet de ces vidéos, c'est faire en sorte que vous-même, en tant que pratiquant, vous preniez du recul par rapport à ça, par rapport à ce qu'a pu vous dire un ou d'autres professeurs, parce que vous serez peut-être allé dans des cours différents où les profs vous auront dit des choses contraires, parce qu'une école aura dit, enfin un professeur d'un style suivra une certaine lignée, une certaine ligne de conduite ou fil conducteur, et puis un autre, et donc du coup vous ne savez pas trop comment vous placer par rapport à tout ça. Et ben donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de finalement que vous puissiez prendre du recul, que vous puissiez réfléchir à ces choses-là et que vous puissiez faire vos choix, notamment dans votre pratique personnelle, en fonction de la finalité qui est recherchée. Voilà, donc de sortir un petit peu de « on doit faire ceci toujours comme ça » et vraiment voilà, prendre conscience que, voilà, encore une fois, il y a toute cette différence inter- et intra-individuelle pour une seule et même posture, et donc forcément ce qui est valable pour une posture va être valable pour toutes les postures et donc va être valable exponentiellement sur l'ensemble de la pratique, et que voilà, à un moment, évidemment il va falloir tenir compte de ce que vous disent vos professeurs parce qu'ils ont l'expérience et parce qu'ils ont normalement été formés, mais aussi que vous avez une part de responsabilité là-dedans dans la façon dont vous allez réfléchir à la manière de faire. Et garder surtout, comme on l'a mentionné, une liberté d'exploration, parce que le but c'est pas d'être rigide et de dire on fait la posture comme ça et on veut faire ci et on veut rechercher ça nécessairement, mais c'est juste prendre le plaisir de bouger, d'habiter son corps, de sentir comment le corps occupe l'espace. Voilà, c'est ça qui est important dans l'aspect postural de la pratique du yoga, parce qu'on entend bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses. Merci à toi, Maxime. Voilà. Merci à toi. Merci à vous et pour merci votre à vous. attention.